Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va observer les performances du portage PC de Ratchet & Clank Rift Apart, les performances des cartes graphiques, des SSD, des processeurs. Allez hop hop hop, on y va, c'est parti. Donc le portage de Ratchet & Clank Rift Apart, eh bien c'est sorti sur PC ce 26 juillet et c'est un portage qui était quand même relativement attendu, tout simplement car c'est un des premiers jeux PC à utiliser le Direct Storage, qui est une technologie qui permet de diminuer fortement les temps de chargement dans les jeux, de décompresser les textures en utilisant la bande passante des SSD, en sautant la case de décompression par le processeur, ce qui facilite certaines choses lors des portages, et ça peut par exemple aussi fortement améliorer le phénomène de popping des textures dans les jeux, et certains stutters aussi. Enfin bref, le Direct Storage a quand même pas mal d'avantages. Et jusqu'ici, c'était pas du tout utilisé. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'histoire des SSD et tout ça, c'est un des points qui avait été mis les plus en avant par les développeurs du jeu lui-même à la sortie de sa version PS5, à savoir que le jeu ne serait pas réalisable dans de bonnes conditions en utilisant du matos similaire à la PlayStation 4. Puisqu'une des grandes forces de la PS5, c'est à la fois de posséder un SSD très rapide et aussi une partie dédiée sur l'APU de la PS5 à la décompression de données qui est vraiment hyper efficace. Et la combinaison des deux, ça permet de streamer les assets des jeux beaucoup plus rapidement que sur des machines d'ancienne génération. Et comme on le verra plus tard, avec un disque dur, c'est effectivement vraiment très compliqué de faire tourner le jeu correctement lors des phases de chargement rapide. Et même le jeu lui-même, je dirais, quand il faut charger des assets en grand nombre, un disque dur, c'est quand même un petit peu limite. Et c'est pour ça aussi que le jeu est souvent pris en exemple en tant que jeu next-gen, entre guillemets, parce que celui-ci serait difficilement portable sans gros désagréments avec du matos un petit peu plus ancien, puisque par exemple, avec la PS4, faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'histoire du disque dur, puisque les SSD ne sont pas vendus en série sur la PS4, mais le processeur lui-même de la PS4, c'est pas spécialement un foudre de guerre. Et si en plus de ça, il avait à gérer le streaming d'assets à l'ancienne, car la PS4 n'a pas de techno similaire au Direct Storage, eh bien ça rendrait le portage vraiment très compliqué, puisque sur PS4, on n'a pas non plus de la puissance brute en rab du côté du processeur, de la RAM système ou de la VRAM elle-même, qui pourrait venir au secours de la PS4 dans ce cas de scénario, comme c'est le cas sur PC avec ce portage. Donc je dirais que le gros problème du jeu, au niveau du portage sur une console d'ancienne génération, c'est plus au niveau des à côté que de la puissance du GPU lui-même par exemple, puisque comme on pourra le voir sur PC aussi, en réalité, quand on met le jeu en détail minimum, ça reste plutôt joli et ça tourne plutôt pas mal, même avec du matos un petit peu plus ancien. Donc bref, pour le portage sur PC, c'est Nixxes qui est à la manœuvre, et c'est eux également qui avaient fait les portages PC des Spider-Man dernièrement, et vu qu'ici on est également sur le moteur d'Insomniac, avec Ratchet & Clank, ça paraîtait plutôt logique que ce soit Nixxes qui fasse aussi le portage pour ce jeu-là. Alors, c'est un portage sponsorisé par Nvidia, du coup, on y retrouve toutes les technologies de la marque. On a le DLLA, le DLAA, le DLSS2 et 3, le Reflex. Reflex d'ailleurs qu'il vaut mieux désactiver, puisqu'apparemment il semblerait que ça fasse crash le jeu plus souvent. Donc je sais pas si c'est le cas, personnellement j'ai pas vu de gros changements en activant Reflex ou pas, mais ça semble être un des retours que l'on voit le plus souvent sur internet actuellement. Sinon pour les upscalers, on retrouve aussi le FSR2, le XeSS, ainsi que l'upscaler maison de chez Insomniac, et c'est un très bon point puisque tous les upscalers de toutes les marques sont présents, et ça c'est toujours cool. On retrouve aussi le ray tracing avec une gestion de celui-ci assez similaire de celle qu'on avait sur les portages de Spider-Man, avec le ray tracing des reflets, les ombres, l'occlusion ambiante. Par contre, il y a apparemment un petit souci avec la gestion du ray tracing avec les cartes d'AMD à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs indiqué dans les derniers drivers de chez AMD en fait, donc pour le moment le ray tracing n'est pas du tout activable sur le jeu avec les Radeon, et c'est quand même un petit peu dommage. Ça fonctionne par contre chez Nvidia et chez Intel, donc il est fort probable que ce soit patché par la suite, avec des nouveaux drivers aussi, et on espère que ça se fera le plus rapidement possible. Sinon en ce qui concerne le Direct Storage, celui-ci sert principalement à accélérer les temps de chargement, et effectivement si vous avez un SSD Gen 3 ou Gen 4, les temps de chargement sont pour ainsi dire quasiment inexistants, et ça fait quand même plutôt plaisir. Pour le streaming des textures, apparemment le jeu passe par Direct Storage pour les assets les plus lourds, et pour les assets un petit peu plus légers, tout ça, il y a aussi une partie qui passe par le processeur, donc ça permet de balancer un petit peu le poids de la tâche entre les deux composants, donc c'est plutôt bien vu de ce côté-là. Mais bon, de ce que j'ai pu observer, ça n'est pas non plus sans impact sur les performances des différents GPU, et pour le coup, il y a quand même des différences assez notables sur le comportement des différents GPU en jeu.
puisque j'ai fait des tests avec les textures en élevé et en très élevé aussi, et sur les cartes d'NVIDIA par exemple, passer les textures en très élevé, ça fait baisser le frame time, et les performances aussi d'ailleurs de manière assez importante, puisque comme on peut le voir ici, on perd 4% sur les performances en moyenne, mais plus important, on perd 20% sur les 1% et 36% sur le 0,1%, ce qui est quand même assez énorme juste en augmentant les textures. Surtout que du côté de chez AMD, eh bien, on n'a pas du tout ce problème, vu que les performances restent quasiment identiques, on est sur la marge d'erreur, et comme on aura l'occasion de le voir plus tard, plus globalement, les performances sur les cartes d'NVIDIA ne sont pas aussi stables que sur les cartes des concurrents. Donc en attendant de nouveaux drivers ou des patchs du jeu, si vous voulez les performances les plus stables possibles avec les cartes d'NVIDIA, je vous conseille quand même d'utiliser les textures en élevé, surtout que visuellement en plus ça change quasiment rien, donc vous n'y perdez pas grand chose et le jeu aura moins, je dirais, de perte de FPS qu'avec les textures en très élevé. Donc bref, d'un point de vue technologique pur, c'est vrai que le portage est quand même plutôt complet, et dans l'ensemble, ça semble plutôt bien réalisé de ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Alors j'ai pas eu le temps de faire le jeu en entier, mais par contre, c'est pas parfait pour autant non plus, puisque le jeu a tendance à cracher de temps en temps. Et c'est un des tours que j'ai vu le plus au niveau du portage, c'est qu'il y a quand même pas mal de monde qui semble être embêté avec des crashs occasionnels. Donc dans l'ensemble, ça a l'air plutôt correct, même si c'est pas parfait, et je pense qu'on aura de toute façon une série de patchs, comme bien souvent, qui viendront régler les différents problèmes. Et on espère que la plupart d'entre eux seront corrigés, principalement les crashs, assez rapidement. Sinon, en ce qui concerne les performances, on va commencer avec le stockage. J'ai testé le jeu avec différents SSD, et un seul disque dur, et autant dire que c'est pas le meilleur disque dur du monde, car c'est le seul qui me reste en fait. J'ai plus de disque dur, et le seul disque dur que j'ai, c'est ça. C'est un disque dur externe, c'est un Toshiba. Je mettrai la référence dans la description de la vidéo, mais je pense que c'est du 5400 tours. C'est vraiment pas terrible, mais c'est le seul que j'avais pour faire les tests. Et c'est un petit peu la catastrophe. Et puis comme vous pouvez le voir ici, c'est quasiment limite injouable en fait, ou vraiment hyper désagréable, et même sur la fameuse séquence d'introduction que l'on voit là, quand on passe entre les différents mondes très rapidement, le disque dur il est tout simplement en PLS, il n'arrive pas à suivre, et ça finit même par softlock totalement le jeu, puisque les assets ne sont pas chargés, et le personnage se retrouve à flotter dans les airs, ce qui est absolument ridicule, et on est obligé de relancer le jeu pour pouvoir régler le problème. Et on peut voir aussi que même quand on bouge la caméra assez rapidement, quand on est avec un disque dur, ça crée des petits stutters, et c'est vraiment hyper pénible là aussi. Donc bref, je pense que quoi qu'il arrive, le disque dur, c'est vraiment pas génial, même si apparemment avec un disque dur un petit peu plus rapide, avec un 7200 tours de qualité, ça semble être plutôt correct, mais j'ai envie de dire, même avec ces disques durs là, ça semble quand même être bien plus agréable avec un SSD, donc bon, installer le jeu sur un SSD, ce sera largement mieux quoi qu'il arrive. En ce qui concerne le SSD, alors j'ai fait les tests avec un SSD en SATA, c'est un PNY CS900, alors c'est pas le meilleur des SATA, et c'est justement intéressant de voir comment ça va se comporter avec celui-ci. J'ai aussi testé avec un SSD externe, c'est un SSD en USB-C, c'est un X8 de chez Crucial. Et pour les SSD en NVMe, alors j'ai testé avec un Samsung 970 Evo Plus pour ce qui est de SSD de la génération 3. Et pour la génération 4, c'est un Kingston Fury, un Renegade, qui est plutôt correct apparemment au niveau des SSD en Gen 4. C'est un plutôt bon modèle. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, en ce qui concerne les SSD, déjà avec tous les SSD, on ne retrouve pas les stutters qu'on avait avec le disque dur au niveau du gameplay. Donc quand on tourne la caméra très rapidement, tout ça, ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux avec n'importe lequel des SSD. Et en ce qui concerne la séquence avec les différents mondes qui swappent très rapidement, comme on peut le voir ici, avec le SSD en SATA, c'est effectivement plus lent qu'avec les autres, puisqu'on voit clairement des chargements plus longs avec celui-ci. Et on voit aussi que même le SSD en USB-C s'en sort bien mieux ici. Il fait quasiment jeu égal avec les SSD en Gen 3 et en Gen 4. Et ces deux-là d'ailleurs sont quasiment identiques au niveau de l'expérience au final. Gen 3, Gen 4, ça change apparemment pas grand-chose. Et des différents retours que j'ai vus à droite à gauche du côté des SSD, on a l'impression qu'à partir d'un certain niveau de performance, en fait, ça change absolument rien. Alors ce sera intéressant de voir justement comment ça se passe par la suite avec d'autres jeux qui vont utiliser Direct Storage, si ça fera la même chose ou pas. Mais ici, clairement, c'est un des scénarios les plus extrêmes, je pense, au niveau du swap d'assets entre les différents niveaux. Et on voit que même un SSD en SATA, alors c'est pas génial, c'est pas optimal, c'est moins bien qu'avec les SSD en Gen 3 ou Gen 4, mais ça reste tout à fait jouable, c'est juste qu'on a des temps de chargement un petit peu plus longs.
Et je pense que même par la suite, entre Gen 3 et Gen 4, si vous avez des SSD de plutôt bonne qualité, ça devrait pas changer grand chose, hein. Je pense même dans la majorité des jeux en direct storage, donc comme d'habitude, bah, ne dépensez pas votre argent dans du stockage hyper rapide en mode future proof. Attendez que les jeux l'utilisent vraiment pour passer à la caisse, puisque sinon, bah, si vous aviez acheté un SSD Gen 5 en vous disant ça va être optimal pour le direct storage, pour l'instant, ça sert à rien, donc vous allez payer très très cher pour pas grand chose. Quoi qu'il arrive, si vous attendez que le temps se passe un petit peu et que les jeux qui l'utilisent vraiment sortent, ben de toute façon, le SSD en Gen 5 par exemple coûterait beaucoup moins cher. Et en attendant, si vous l'achetez maintenant, ben il sert à rien, donc attendez. Sinon, on va maintenant passer du côté des performances, côté GPU et processeur. Alors pour le test d'aujourd'hui, j'ai utilisé une séquence de 2 minutes, c'est dans la ville. Il y a un enchaînement de séquences, il y a une petite promenade jusque dans le club, une petite cinématique, et ensuite une séquence d'action à la fin. Alors ça me paraît être un mix dont ce qu'on retrouve assez souvent dans le jeu en fait au final. J'ai utilisé cette scène là à la fois pour le test processeur et pour le test carte graphique, et ça me paraît assez lourd côté processeur aussi, puisque par exemple dans le club, bah, il y a pas mal de PNJ, et dans la ville du départ aussi, donc ça me paraissait plutôt intéressant. Alors j'ai testé le jeu en preset élevé, j'ai aussi fait les tests avec ray tracing pour les GPU, tout du moins pour les GPU qui ont accès au ray tracing pour l'instant. C'est les derniers drivers en date qui ont le support du jeu pour les différentes cartes graphiques, hein, donc pour les 3 marques. Donc bref, allons voir ce que ça donne. Alors, en 1080p en rasterisation, c'est la 7900 XTX qui mène la danse. Comme bien souvent, en 1080p, c'est l'histoire des drivers qui sont plus lourds avec les cartes d'NVIDIA qu'avec les cartes d'AMD, ce qui avantage souvent les Radeon en 1080p. Ce que l'on peut observer aussi d'un coup d'œil, c'est que les Radeon ont un framerate plus stable que les cartes de chez NVIDIA, puisqu'au niveau des 1%, comme on le voit ici, les Radeon s'en sortent mieux. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est que du côté de chez AMD, tout n'est pas parfait. Pour la RX 7600, au niveau des performances, c'était vraiment pas terrible. Et je sais pas trop pourquoi, hein, puisque j'ai testé vraiment tout ce que je pouvais tester, réinstaller le driver, changer de carte, remettre la 7600, c'était toujours en dessous de la RX 6600. Donc est-ce que c'est un problème de driver? Est-ce que c'était un autre problème? J'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, dans tous mes tests, elle était toujours en dessous de la RX 6600. Pour les cartes de chez Nvidia par contre, alors pas de grosse surprise, hein, sur le classement c'est du classique avec la hiérarchie habituelle, mais j'espère vraiment que l'histoire des 1%, ça va s'améliorer avec les patchs. Une carte par contre qui dénote un petit peu, c'est la 1080 Ti qui est vraiment un petit peu à la peine sur le jeu. Alors plusieurs raisons possibles. Est-ce que c'est Direct Storage qui fonctionne peut-être un petit peu moins bien sur des GPU plus anciens? Je sais pas. Est-ce que c'est une histoire de fonctionnalités DirectX 12 qui sont moins bien supportées sur les GTX 1000? C'est pas impossible non plus. Et c'est vrai que là on voit qu'elle est en dessous de la 3060, alors que d'habitude elle fait un petit peu plus jeu égal avec elle. Pour les cartes d'Intel par contre, ça se passe vraiment plutôt pas mal, hein, puisqu'on voit que la 770 se retrouve en sandwich entre la 6700 XT et la 3060 Ti, ce qui est vraiment une plutôt bonne performance pour la carte d'Intel. La 750, elle est entre la 4060 Ti et la 3060, donc c'est vraiment plutôt pas mal pour elle aussi. Et en bas du tableau, on a la 380 qui fait plus ou moins jeu égal avec la RX 570 et la GTX 1060, qui se défendent pas si mal que ça aussi, je trouve. Et en ajustant encore un petit peu plus les détails, il y a moyen de faire tourner le jeu entre 30 et 60 FPS, en mettant les détails en bas ou en très bas. Et le jeu, je trouve, reste encore plutôt propre, même en détail très bas. Donc avec ces cartes-là, il y a encore moyen de s'en tirer. En 1440p, alors la 4090 reprend la tête sur les performances en moyenne, par contre elle perd toujours face à la 7900 XTX sur les 1%. Autre résultat intéressant, c'est la 2080 Ti qui s'en sort toujours très correctement ici, tout comme la 770 d'Intel qui reste toujours entre la 6700 XT et la 3060 Ti. La 750 se retrouve même maintenant devant la 4060 et la 3060, et c'est intéressant de voir d'ailleurs que la 3060 fait jeu égal avec la 4060, mais ça c'est surtout un problème de bande passante et aussi de quantité de VRAM qui viendra aider la 3060 à plusieurs reprises sur le titre. La 1080 Ti par contre, c'est toujours quand même assez compliqué puisqu'elle finit difficilement devant la 2060. La 7600 d'AMD, toujours le même problème, et sur le bas du tableau, la 380 finit légèrement devant les deux autres petites cartes, mais c'est concrètement le même niveau de performance. En 3440 par 1440, alors c'est assez étrange sur le jeu, puisque c'est clairement le seul jeu que j'ai pu tester jusqu'ici où il y a le moins de différence
entre le 1440p classique et le 3440 par 1440, puisque si vous regardez les résultats au niveau des FPS, on a chaque fois entre 2 et 5 FPS de moins par rapport au 1440p. En dehors de ça change quasiment rien, et c'est un comportement que j'avais jamais vu jusqu'ici, donc bon, il n'y a pas grand chose à observer ici, c'est juste un petit peu moins performant qu'en 1440p. En 4K par contre, alors la 4090 passe maintenant clairement devant la 7900 XTX qui reste un bon cran au-dessus de la 4080 malgré tout sur le jeu. Le duel 3080, 4070, 6800 XT qui était un petit peu fluctuant, elles font quasiment match nul. La 2080 Ti se maintient toujours plutôt bien, on retrouve ensuite une grappe de GPU avec un niveau de perf assez similaire, puisqu'on a la 6700 XT, la 4060 Ti, la 770 et la 3060 Ti qui sont assez proches. On retrouve juste derrière la 750 qui se défend toujours plutôt pas mal, puisqu'ici elle finit devant la 4060 et la 3060. Et pour le bas du tableau, bon, il n'y a pas de grosse surprise en dehors de la 1080 Ti qui normalement se défend quand même un petit peu mieux que ça, mais bon, depuis le 1080p, on a vu que c'était quand même assez compliqué pour elle. Bref, on passe du côté du ray tracing, et là, du coup, pas de Radeon, puisqu'on peut pas activer le ray tracing avec les Radeon pour le moment sur le titre. Donc on se retrouve avec les GeForce et les cartes ARC en tête-à-tête, et en 1080p, toutes les cartes s'en sortent pas trop mal, en dehors de la 380 évidemment. La 770 et la 750 par contre sont à un niveau de perf plutôt correct, parce que la 770 se retrouve en face de la 3060 Ti, et la 750 entre la 4060 et la 4060 Ti, et là bon, je sais, il y a un truc bizarre aussi. La 4060 Ti, dans tous mes tests, elle se retrouvait en dessous de la 4060 et je m'explique pas pourquoi. Et ça n'arrivait uniquement qu'en ray tracing. J'ai refait le test plein de fois avec les deux cartes, j'ai réinstallé les drivers, ça faisait toujours la même chose. Je sais pas ce qui se passe ici, mais dans tous mes tests, sur ce segment-là du jeu, la 4060 terminait devant la 4060 Ti. Et c'est vraiment un truc de fou, et je comprends pas pourquoi. Autre truc intéressant, c'est de voir que la 3060 finit là aussi devant la 4060 et la 4060 Ti. Et je pense que la VRAM y est clairement pour quelque chose, ainsi que la bande passante, puisque en 1080p, on n'est pas très loin de la 3060 Ti aussi, ce qui reste pour moi un problème, puisque pour les cartes avec 8 Go de RAM, avec un niveau de performance type 3070, on voit qu'il y a un truc qui va pas, puisque la 2080 Ti qui elle a 11 Go de RAM, elle a pas de problème, elle a de très bonnes performances. En 1440p, alors sans surprise, la 4090 finit en tête, suivi des 4080 et 4070 Ti. On retrouve ensuite la 3080 et la 4070 en face à face, sans surprise là aussi. La 2080 Ti toujours plutôt bonne, la 770 par contre belle performance là aussi grâce à ses 16 Go de RAM, car ici clairement on devient de plus en plus limité par la VRAM, puisque comme on le voit là aussi, la 3060 finit devant la 3060 Ti, la 750, la 4060 et la 4060 Ti. Et là ça fait mal, puisque je rappelle qu'on n'est même pas en détail ultra, on est en détail élevé. Et ça permet déjà à la 3060 de terminer devant des cartes bien plus performantes qu'elle. En 3440 par 1440, c'est comme en rasterisation classique, quasiment aucune différence de performance, et donc de classement aussi, donc on passe directement en 4K. Et en 4K, la 4090 commence à chuter, puisqu'au niveau des 1%, on est maintenant sous les 60 FPS, mais ça reste malgré tout de très bonnes performances pour une tâche aussi lourde. La 4070 Ti, elle est maintenant sous les 60 FPS de moyenne. La 3080 marque plus l'écart avec la 4070 qui finit maintenant derrière la 770 d'Intel, ce qui est plutôt rare là aussi. Donc on peut supposer que le jeu apprécie quand même beaucoup la bande passante mémoire et également la quantité de RAM. La RTX 3060 par contre domine toujours des cartes beaucoup plus performantes qu'elle, tout comme en 1440p. Alors certes, c'est pas une différence qui rend le jeu jouable pour autant, puisque pour toutes ces cartes-là, ça reste vraiment hyper compliqué. Surprenant aussi, c'est de voir que la 380 ne soit pas totalement bloquée. Alors c'est pas jouable, puisqu'on est aux alentours des 3-4 FPS, mais la carte bouge encore, et je m'attendais à pire. Un petit tour du côté des upscalers, alors pas de Radeon ici non plus, puisqu'on est en 4K avec ray tracing, et on a activé les upscalers en mode équilibré. On est en dessous du 1440p pour la résolution de base qui va servir pour l'upscaling. Et pour le DLSS 3, on voit que jusqu'à la 4070, ça se passe plutôt correctement, c'est le comportement plus ou moins normal, même si on a toujours le plus de gains avec la 4090 avec le DLSS 3 par rapport aux autres cartes, ce qui est un petit peu contre-intuitif, puisqu'on attendrait des gains plus sympathiques et plus impressionnants avec des cartes moins performantes. Puisque la 4090, c'est clairement celle qui a le moins besoin du DLSS 3 par rapport aux autres cartes. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que la 4060 Ti, aucun gain de performance, on a même une légère régression
La 4060 par contre on a un léger mieux, alors là aussi je sais pas du tout ce qui se passe avec ces deux cartes là, ou pourquoi la 4060 Ti est en galère par rapport à la 4060, mais bon. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on retrouve ce problème avec le DLSS 3 ou avec les 4060 Ti et inférieurs. On n'a pas un gain de performance notable et il faudra aller chercher en dessous du 1440p pour avoir un gain de performance avec le DLSS 3. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu rageant pour la 4060 Ti puisque la puce elle-même, elle a des performances plutôt correctes en performance brute, mais ce qui la limite toujours, c'est sa quantité de RAM et aussi sa bande passante mémoire qui est vraiment un petit peu limite. La carte est vraiment pas très bien équilibrée, je trouve. Pour ce qui est du DLSS 2 et du XeSS, c'est du plutôt classique, en dehors de la RTX 2060 qui te choque complètement ici, puisqu'activer le DLSS, ça rend le jeu totalement injouable, là où sans upscaling, c'était injouable aussi, mais c'était moins pire, puisque faut pas oublier non plus que le DLSS 2, XeSS, FSR, c'est pas totalement gratuit, et dans certains cas, comme ici, ça peut créer un blocage. On passe ensuite du côté des processeurs. Alors on voit que les processeurs en X3D sont plutôt à la fête, particulièrement sur les 1%. Le 7800 X3D s'en sort du coup mieux que les autres processeurs. A noter aussi belle performance du Ryzen 7600, et j'étais plutôt surpris de voir qu'il se défendait aussi bien sur le titre. Les CPU d'Intel par contre, c'était un cran en dessous, donc j'étais un petit peu décevant ici, puisque d'habitude ils font quand même mieux que ça. Là, c'était clairement un petit peu moins bien que les processeurs en X3D ou en AM5. Par contre, pour le 5600 et le 3600, ça reste tout à fait jouable, même si c'est clairement un cran en dessous des autres processeurs. Et l'i3 13100 se défend aussi vraiment toujours plutôt pas mal, malgré qu'il n'ait que 4 corps, ça reste un processeur très très correct, même sur ce jeu-là. Donc c'est intéressant de voir que le jeu est aussi plutôt gourmand du côté du processeur, et c'était déjà un petit peu le cas avec le même moteur sur Spider-Man. Donc on voit qu'au niveau du comportement, c'est assez similaire. Un petit coup d'œil rapide aussi du côté de la gestion de la RAM et de la VRAM. Alors j'ai pris 3 GPU des 3 marques avec 16 Go de RAM, et ensuite j'ai pris des GeForce avec 12, 10, 8 et 6 Go de RAM pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Sur les GPU avec 16 Go de RAM, on peut voir que le jeu va se servir, s'il peut servir, s'il a de la place, il va clairement aller gratter du côté de la VRAM, particulièrement avec les cartes d'AMD. Par contre, ce qu'on observe aussi, c'est que du côté de la RAM système, en dehors des cartes graphiques avec moins de 12 Go de RAM, ça reste plutôt stable. Par contre, avec la 2060, on voit que clairement, les 6 Go de RAM, c'est un petit peu compliqué, puisqu'elle va aller chercher du coup fortement du côté de la RAM système, mais le moteur du jeu gère ça plutôt pas mal, ça reste vraiment très très jouable avec la 2060. Donc même si elle est pénalisée par son manque de VRAM, c'est pas dramatique, tout du moins dans les résolutions plutôt basses. La même chose avec le ray tracing d'activer. Alors, la VRAM est du coup encore plus mis à contribution, surtout avec les cartes avec 16 Go de VRAM, surtout en 4K, pas de surprise ici. Par contre, avec la 770, on l'avait déjà vu avec d'autres titres, quand j'avais fait mes vidéos sur la VRAM, on voit que du côté de la RAM système, elle reste plutôt conservatrice. Elle va pas trop aller déborder du côté de la RAM système, ce qui n'est pas forcément le cas des cartes des concurrents. Et là, on voit clairement que la 4080 va aller plus taper sur la RAM système que sa VRAM, là où la carte d'Intel va gérer ça autrement. Pour la 4070 Ti et ses 12 Go de RAM, rien de dramatique ici, on va grignoter plus de RAM système en 4K, sans surprise, mais le jeu gère ça aussi plutôt pas mal, donc pas de soucis majeurs. La 3080, c'est plus fluctuant, on voit qu'en 1440p et en 4K, là aussi, on va aller manger plus de RAM système, puisque la VRAM va être forcément beaucoup plus rapidement remplie. Pour la 3060 Ti et la 2060, par contre, là oui, on voit que ça devient un petit peu compliqué, et ça va tout de suite aller faire beaucoup plus appel à la RAM système pour compenser le manque de VRAM, même en 1080p, et ça a un impact sur les performances, même si ça reste jouable. Et c'est typiquement ce qu'on avait vu avec les résultats en ray tracing, où la 3060 et ses 12 Go de RAM arrivaient à un niveau de performance meilleur que les cartes avec 8 Go de RAM par exemple. Donc pour terminer, c'est vrai qu'au niveau des performances, tout n'est pas parfait avec ce portage, que ce soit les performances qui sont quand même assez fluctuantes sur les cartes d'NVIDIA, certaines cartes avec des perfs quand même assez what the fuck, comme avec la RX 7600 ou la 4060 Ti, les plantages qui semblent être un des plus gros points noirs du titre actuellement, et aussi par exemple l'absence du ray tracing pour les cartes d'AMD. Ça montre que, comme souvent, il aurait peut-être été préférable de laisser un petit peu plus de temps aux développeurs pour passer un dernier coup de polish, pour corriger les problèmes qui restent avant la sortie du jeu. Mais malheureusement, l'éditeur a probablement choisi que ça sortait maintenant, même si
il restait encore un petit peu de boulot pour que le portage sorte dans un meilleur état. Malgré tout, dans l'ensemble, pour un titre qui sort avec une toute nouvelle technologie qui n'avait pas vraiment été utilisée jusqu'ici, bon, je trouve quand même que ça fonctionne plutôt pas mal dans l'ensemble, et quand on voit que même des cartes comme les GTX 1060 ou RX 570 sont toujours capables de faire tourner le titre entre 30 et 60 fps en baissant les détails en low voire en very low, comme on peut le voir ici, même avec un Ryzen 3600 et une 1060, ça tourne toujours plutôt pas mal, et on voit que le scaling du jeu est également plutôt correct visuellement, puisque c'est quand même loin d'être moche, même si on est en détail bas. Et personnellement, je trouve que ça reste assez impressionnant de voir des cartes milieu de gamme qui ont plus de 6 ans maintenant de toujours pouvoir jouer entre 30 et 60 fps. Alors certes, c'est pas méga stable, mais ça reste plutôt jouable dans l'ensemble. Par contre, alors je sais pas du tout ce que ça peut donner sur des cartes qui ont moins de 6 Go de RAM. De ce que j'ai entendu dire à droite à gauche, ça a l'air de planter un petit peu plus souvent, donc si vous avez un GPU avec 3 ou 4 Go de RAM, restez vigilant, c'est peut-être un titre à éviter, j'en sais rien, ou il faudra peut-être attendre des patchs. Moi, j'ai pas de carte avec moins de 6 Go de RAM à l'heure actuelle. Donc bref, le portage n'est clairement pas parfait, mais c'est tout de même largement mieux, c'est dans un bien meilleur état que le portage de The Last of Us Part 1 qu'on a eu il y a quelques mois par exemple. On n'a pas l'histoire de la compilation de shaders qui prennent 1 heure, on n'a pas des textures immondes ou des settings inutilisables sur les cartes avec 8 Go de RAM comme c'était le cas sur The Last of Us, même si oui, comme on l'a vu dans le test, les cartes avec moins de 12 Go de RAM, particulièrement quand on va utiliser le ray tracing, elles perdent en performance de manière quand même assez importante par rapport à des cartes qui ont plus de VRAM, puisqu'on a vu par exemple que la 3060 finissait devant des cartes bien plus puissantes, même si en réalité, la 3060 ou les autres cartes, de toute façon, c'est pas très jouable, mais pour certaines d'entre elles, ça pourrait l'être, puisqu'on voit que la 2080 Ti, par contre, elle s'en sortait pas si mal que ça. Bon, alors après, le ray tracing en lui-même, de toute façon, comme bien souvent, le ray tracing, c'est un ajout sympatoche, principalement sur les reflets, mais c'est quand même loin d'être indispensable, vu le coût en ressources, et vu la différence visuelle que ça engendre. J'ai quand même envie de dire que sur ce titre-là, on peut quand même s'en passer assez facilement. Sinon, ça fait quand même plaisir de voir ce type de jeu sortir sur PC, puisque c'est pas le type de jeu phare sur PC, les jeux de plateforme, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire, et j'avoue que j'étais quand même un petit peu surpris que le jeu sorte tout court sur PC quand il a été annoncé, puisqu'on se doute bien que c'est pas un type de jeu qui va faire exploser les ventes, ça sera très probablement pas le cas. De toute façon, je suis allé voir déjà comment ça se passait sur Steam, le jeu est 4ème à l'heure actuelle, et il y avait des jeux beaucoup plus orientés PC qui étaient devant, comme Baldur's Gate 3 et Remnant 2, donc 4ème pour un jeu de plateforme, malgré tout, je trouve que c'est pas si mal, mais au niveau des ventes, est-ce que ce sera vraiment bon? Je suis quand même un petit peu... je suis quand même dans le doute, quoi. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, comme vous le pouvez, c'est toujours beaucoup de travail ce type de vidéo. Et puis, sinon, comme toujours, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne aussi. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!